Salut Andrea, j'espère que tout roule. Merci beaucoup d'être sur ce podcast. Comment tu vas aujourd'hui? Bah, écoute, je vais très bien et merci à toi surtout pour l'invitation. Bah écoute, ça fait trop plaisir. En plus, bah je vois tout le temps passer des petits posts sur LinkedIn sur un petit peu comment optimiser les fiches produits et tout. Et je trouvais ça pertinent parce que bah tu fais des superbes optimisations avant-après, on y reviendra aussi. Comment d'ailleurs toi c'est ton principal canal un petit peu LinkedIn? Ouais, aujourd'hui, ouais, clairement. Alors, on a de plus en plus de clients, donc plus en plus de bouche à oreille. Mais c'est vrai qu'à la base, le gros canal sur lequel on s'est spécialisé ou sur lequel on est le plus visible, c'est effectivement LinkedIn aujourd'hui. Ok, trop bien. Et ouais, on en avait même pas parlé avant le podcast, mais déjà félicitations pour ton casting réussi. J'ai vu l'émission sur Yumi où t'es passé. Comment c'est passé comment d'ailleurs? Ouais, bah écoute, c'était une bonne expérience, c'était cool. Je suis pas allé très loin sur la vidéo, mais c'était une bonne expérience. C'était William de la marque Boku qui est un client qui nous a proposé de passer. Donc c'était une petite matinée dans mon cas. Ça s'est un peu prolongé pour les autres, mais c'était très sympa, bonne expérience. J'ai pu rentrer en contact surtout avec Yomi, ce qui était un petit peu l'idée qu'on avait derrière la tête. Donc on va voir ce sur quoi ça va déboucher, mais en tout cas c'était une bonne expérience. Déjà, c'est trop cool. Bah ouais, il y avait masse d'entrepreneurs. Bah il y avait Didier Dinerker aussi qui est passé sur ce Ouais, podcast-là aussi exact. qui était dessus. Mais Avec ouais, il y qui avait j'ai pas bien mal. sympathisé, très cool. Je le Ouais. connaissais pas, on était déjà rentré en contact très 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 brièvement, mais ça a été l'occasion de bien discuter, très sympa. Et il y avait 40 entrepreneurs, donc Et forcément il ouais. y avait du beau monde, des beaux business, y compris en e-com, donc c'était vraiment cool. Bon bah trop bon, trop bien. Bravo à toi. C'est gentil. Donc on va parler un peu plus de ton expertise un petit peu. Ça aujourd'hui c'est le CRO. Je vais te laisser te présenter déjà qu'est-ce que ça veut dire ces trois lettres-là, à quoi ça correspond et ouais on va commencer par ça ouais. Ouais, volontiers. Bon, je pense que du coup, les personnes l'auront compris quand tu m'as présenté, mais je m'appelle Andrea. Je suis du coup le cofondateur de l'agence Over, qui est donc une agence de CRO, les trois fameuses lettres qui signifient Conversion Rate Optimization, donc littéralement traduit l'optimisation du taux de conversion. En réalité, ça englobe bien plus de choses que juste l'optimisation du taux de conversion spécifiquement. Ça englobe notamment l'optimisation du panier moyen aussi. Et de façon plus générale, pour simplifier le propos, on appelle ça l'optimisation du revenu par visiteur ou du profit par visiteur. Et donc, bah, comme le nom l'indique, notre but, c'est vraiment d'aller travailler avec les plus belles marques et de leur proposer une optimisation en changeant différents éléments sur leur site, en testant ces optimisations, dans le but de leur permettre de générer toujours plus d'argent. Donc voilà un petit peu ce qu'on fait, ce qu'est le CRO. Et aujourd'hui sur Over, en un peu plus d'un an d'existence, on a accompagné aujourd'hui plus de 50 clients, dont je pense l'écrasante majorité, je dirais plus de 90-95%, qui sont des marques qui font au minimum, grand minimum même, 1 million d'euros de chiffre d'affaires par an. Donc on a accès à pas mal de data et pas mal d'optimisation forcément sur des marques de ce calibre-là. Ok, trop cool. Est-ce qu'il y a des secteurs où tu es un peu plus spécialisé que d'autres ou ça reste quand même tout secteur. Je sais qu'il y a certaines agences CRO qui sont encore sous-nichées et qui se Hum, nichent carrément sur des secteurs spécifiques et toi c'est plutôt généraliste. Ouais, alors on a des préférences. Je trouve à titre personnel que les marques qui vont toucher à la santé et le bien-être, qui sont des marques de consommables, des choses comme ça, ce sont les marques qui sont peut-être les plus intéressantes parce que c'est là où il va y avoir le plus d'analyse pour aller chercher des optimisations assez spécifiques. Là où je te donne un exemple très concret sur du vêtement, du bijou, des choses comme ça, on va avoir des optimisations un peu plus standards, je dirais. On peut aller chercher bien plus loin et avoir des choses qui sortent un petit peu du lot, mais c'est pas forcément les marques sur lesquelles on va avoir le plus de travail de réflexion pour trouver les bons tests. Mais à la fin, on accompagne tout type de marques tant qu'elles font un certain chiffre d'affaires, nombre de commandes, nombre de personnes qui viennent sur le site, etc. Ok, très cool, très intéressant. Et si une marque, tu vois, elle fait déjà 1 million de chiffre d'affaires, je me dis c'est un peu le minimum que tu prends pour onboarder chez Over. Mhm. Est-ce que je sais quand même qu'il faut mettre pas mal de tests en place, et dis-moi si je me trompe, avant de trouver un test winner. Est-ce que tu sais environ combien il faut lancer de tests pour avoir un test winner?
Bah écoute, au contraire, ça peut aller très 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 vite. C'est-à-dire que dès le premier test, concrètement, c'est Ok. notre but, hein, bien évidemment. On essaie toujours d'amener des tests gagnants le plus rapidement possible. Mais dès le premier test, on peut tout à fait avoir des tests gagnants. C'est même ce qui arrive la plupart du temps, parce que nous, on va avoir un système de priorisation qui nous permet de mettre en place les optimisations les plus pertinentes le plus rapidement possible. Donc non, au contraire, ça arrive très vite. Et sinon, généralement, de ce qu'on a observé là sur les dizaines de clients qu'on a accompagnés, on dépasse jamais le troisième A/B test avant d'avoir un résultat Ah gagnant. ouais. De ce qu'on a observé jusque-là, il peut y avoir des exceptions. C'est tout à fait probable qu'un jour, ça nous arrive d'attendre le quatrième test, le cinquième test même potentiellement, si on teste des choses plus ou moins complexes, avant d'avoir quelque chose de gagnant. Mais sinon, ça se fait très rapidement. Ouais, mais en fait, je pense, tu vois, sur des guidelines génériques, ça peut très bien fonctionner parce que je sais que par exemple, j'avais testé des choses sur Fratematé et sur ma autre boutique Focus, ça fonctionnait super bien, mais des choses beaucoup plus spécifiques, pas forcément les tests gagnants sur Fratematé étaient des gagnants sur Ouais. Focus, parce que ça dépend de l'avatar, ça dépend de plein de choses, et donc c'est pour ça que je te posais cette question. Et, Mhm. et je trouve que le CRO, d'autant plus en 2025, il prend de plus en plus de place, tu vas avoir de plus en plus de demandes. Est-ce que toi, tu peux expliquer pourquoi en 2025, une DNVB qui fait même plus de 500, même, enfin, je trouve même à partir de 300K par an, elle doit se positionner sur ce sujet-là pour performer. Ouais, totalement. Bah, écoute, moi, ce que j'explique assez souvent, c'est que de mon point de vue, et d'un point de vue totalement objectif pour le coup, t'as trois grands piliers, on va dire, sur la croissance d'une marque e-commerce aujourd'hui. Je mets de côté évidemment toutes les questions de logistique, etc. Je parle vraiment de croissance pure. Pour moi, tu vas avoir toute la partie media buy, performance, créative, cette partie acquisition concrètement, la partie CRM et la partie CRO et qui est même peut-être, je vais pas dire la plus importante parce que je pense que, bah, bien évidemment, sans acquisition, si t'as pas de trafic sur le site, ça sert pas à grand chose de l'optimiser, bien entendu. Mais derrière, dès lors que tu as un trafic constant, c'est sur le site que tes visiteurs peuvent convertir et que tu peux avoir concrètement un retour sur investissement. Donc, dès lors que tu commences à faire un peu d'argent et même avant d'atteindre certains paliers, nous les paliers, effectivement, commencer à travailler avec des marques qui font au minimum 1 million par an, ou en tout cas qui sont sur un run rate à 1 million par an. Avant ça, tu dois déjà commencer à optimiser. Simplement, tu vas mettre d'autres stratégies en place, tu vas moins te baser sur de la B-testing parce que sinon, tu vas pas aller très vite concrètement et 1 an après, tu feras toujours pas tes 1 million par an. Mais en tout cas, l'optimisation, c'est extrêmement important parce que, bah, concrètement, ton site, c'est le centre névralgique de ton business, de ton e-com. Donc, c'est un petit peu la base d'aller optimiser son site. Ouais, bah, notamment aussi pour les débutants, c'est compliqué à comprendre, mais si la fiche produit elle convertit à 2% et toi tu arrives avec tes services et tu arrives à augmenter à 3%, le business c'est pas du tout le même. Tu peux être beaucoup plus agressif sur l'achat publicité, Ouais, totalement. être un peu plus agressif en promo, donc réduire un peu plus tes marges. Donc tout vient, on va dire, de quand même la conversion, parce que c'est vraiment, comme tu le disais, un des piliers fondamentaux du Hmm. e-commerce, parce que tu vas envoyer du trafic, il y en a beaucoup qui vont pas acheter et le peu, bah, il faut quand même le conclure et essayer de le conclure le plus longtemps possible avec la LTV Ouais, si on y arrive. bien sûr. Et avec, en plus de convertir ce trafic qui arrive sur ton site, le but c'est aussi de le convertir avec le panier moyen le plus élevé. On revient à ce que je disais au début du podcast, où je disais que nous, ce qu'on focus principalement, c'est le revenu par visiteur. On peut tout à fait se retrouver avec un test qui nous fait augmenter le taux de conversion, mais baisser le panier moyen et vice versa. Et qu'à la fin, ce soit un test qui soit quand même concluant parce que le revenu par visiteur, le profit par visiteur a augmenté. Et c'est à la fin un petit peu la métrique clé que nous, on va aller chercher. Ouais, ça c'est, tu as bien résumé. Tu peux augmenter ton panier moyen de 10 euros, mais le faire baisser ton taux de conversion, mais au final, in fine, tu vas avoir plus de profit par commande. Ça, tu traques vraiment le revenu par visiteur ou le profit par visiteur? Est-ce que tu as Hmm. moyen de voir le profit par visiteur et pas forcément le revenu? Parce que de temps en temps, par exemple, tu vas optimiser pour avoir un panier moyen au-dessus de 50 euros, je te dis n'importe quoi, parce que tu vas avoir la livraison gratuite, mais à partir de 50 Hmm. euros, tu vas avoir des frais de livraison qui vont s'appliquer. Et donc, tu vois, là, il y a tout qui passe. Comment tu, Ouais, comment tu fais pour gérer tout ça? très simplement, nous avec l'outil qu'on utilise et qui est l'outil de référence, si ça peut aider certaines personnes, l'outil s'appelle Intelligence.
Cet outil nous permet de traquer tout ça, à la fois le revenu par visiteur et le profit par visiteur sans aucun souci. Donc effectivement, nous, tu sais, par exemple, tu as un cas qui est très simple à comprendre. Si on augmente le prix, on fait un test sur le pricing du produit, on suppose que pour X ou Y raison, on peut augmenter son prix, on passe de n'importe quoi 50 à 55 euros. Tu vas donc avoir une augmentation de ton panier moyen, mais très probablement, en tout cas, c'est ce qu'on observe la plupart du temps, une baisse du taux de conversion. Mais à ce moment-là, tu as tout à fait raison, il y a d'une part le revenu par visiteur, mais aussi le profit par visiteur, qui souvent sont assez corrélés, mais il faut quand même faire attention. Et il suffit de rentrer les cogs de la marque dans l'application et ça le calcule automatiquement. Donc de ce côté-là, si tu veux, le travail est relativement simplifié. Ok, ouais, IntelliGem, on mettra le lien bien évidemment sous cette Ouais, vidéo-là. Donc, permettre de les coques, c'est mettre les coûts produits et tous les autres coûts ouais, pour que la machine fasse mouline un petit peu et dire un petit peu quel est le test le plus concluant en termes de profit. Génial. ouais, totalement. Euh, pour revenir un petit peu pour les personnes qui débutent en e-commerce et qui lancent leur site e-commerce, euh, est-ce que tu pourrais quand même donner un peu les informations clés que tu vois qui manquent généralement sur des sites débutants? Je pense tu vas avoir quelques potes qui vont t'envoyer pas mal de liens et te disent qu'est-ce que tu en penses de mon site. Qu'est-ce que tu vois de manière récurrente qui est pas forcément sur un site e-commerce, qui sont un peu les quick wins avant Hmm. par exemple d'envoyer du trafic dessus? Ouais, alors effectivement, comme tu le disais, toi justement, j'ai un paquet de personnes qui m'envoient qui m'envoient leur site depuis déjà pas mal d'années pour le coup. Alors de vraiment actionnable, parce que c'est évidemment le but quand on écoute un podcast, j'essaie de donner un maximum de valeur actionnable Ouais. dans 10 minutes par les personnes qui nous écoutent. Moi, je vais constater énormément de choses forcément en faisant autant d'analyses, mais une chose qui ressort très souvent pour les débutants, c'est en fait qu'il n'y a pas un marketing bien travaillé et bien adapté aux personas. Et je le comprends parfaitement, c'est quelque chose de totalement logique. Moi-même, quand j'étais e-commerçant, je faisais cette même erreur au début du moins. C'est pas si évident que ça de bien comprendre son avatar client et de bien s'adresser à ce dernier ou à ses avatars clients, parce que c'est aussi assez fréquent d'avoir plusieurs avatars et donc il faut savoir trouver le bon discours. Et ça, c'est ce que je constate assez souvent. Et on peut très facilement pallier à ça en faisant évidemment des recherches, ne serait-ce qu'avec ChatGPT, des choses comme ça. Aujourd'hui, c'est très simple de mieux comprendre si on fait l'effort. Et derrière, comment ça se répercute sur le site? Je donne deux exemples là, qui me viennent à l'esprit, qui sont très simples. Euh, Beaucoup de marques n'utilisent pas correctement les images produits. Donc mettre juste une image de leurs produits sur un fond blanc et c'est fini. Alors que depuis déjà un paquet d'années, notamment avec Amazon qui a démocratisé ça, on est plutôt sur un type d'image produit type infographique, comme on appelle ça. Donc ça va être des images avec pas mal d'informations, des images qui ont pour but de vendre. Pourquoi je parle d'Amazon? C'est parce que sur Amazon, concrètement, personne ne lit la description. On est tous en train de regarder les images, de les slider et de voir si oui ou non ça correspond à notre besoin. Donc les images produits, c'est vraiment devenu quelque chose de très central. Il faut s'adresser aux personnes à qui on s'adresse, à qui on souhaite s'adresser directement depuis les images produits. Et deuxième endroit où c'est très simple en fait de mettre ce genre de choses en place, c'est tout simplement ajouter des bullet points. T'as ta structure de fiche produit en haut, au-dessus du bouton d'ajout au panier. Tu vas rajouter au milieu de tous les éléments de réassurance que tu peux placer et qui font sens, tu vas pouvoir mettre 3, 4 bullet points qui vraiment décrivent ton produit et le décrivent avec le wording et les choses que souhaite lire ton audience. Et ça, on a eu des impacts monstrueux juste en ajoutant les bullet points pour certains clients qui ne les avaient pas, en modifiant les images produits. Ce genre de choses, c'est vraiment j'ai presque envie de te dire des quick wins, des choses qui peuvent être vraiment implémentées facilement et qui vont déjà aider beaucoup de débutants. Parce que, pour revenir dessus, le vrai problème, c'est que très souvent, ce sont des personnes qui se lancent rapidement, qui n'ont pas fait suffisamment d'analyse de leur marché, ne connaissent pas leur persona, encore une fois, et donc ça se répercute sur le site et donc sur les ventes. Ouais, de ouf. Quand tu parles des bullet points, pardon, c'est juste en dessous du titre du produit, si on est sur desktop, avant le bouton CTA, donc tu mets des bullet points à ce moment-là, c'est ça? Ouais, totalement. Ok. C'est ça, tu peux le faire même. Il y a plein de manières visuelles de le faire différemment. Mais faisons très simple. Tu prends quatre textes, tu mets un petit check devant. Juste le texte, il est bien pensé. Il n'y a pas besoin d'être un copywriter de génie pour trouver les bons arguments.
Il suffit de bien comprendre son audience. Tu demandes même à ChatGPT, encore une fois, tout est simplifié aujourd'hui. Donc, tu mets ça Ok. en place. Ouais, il faut se dire aussi que quand un visiteur il arrive sur la fiche produit, quand même, bah, quand je le mettais au jar c'est un logiciel quand même qui analyse toute la fiche produit et enfin qui analyse le scroll, les clics et tout. On voit que Mm. quand même il y en a pas beaucoup qui descendent tout en bas de la page. Et Ah, donc c'est vrai totalement. que là où on a le plus d'impact, et tu parlais de priorisation et on va y revenir, ça va être en haut de la fiche produit. Le Mm. mieux, c'est au-dessus du fold. Le fold, c'est vraiment la partie qu'on va avoir avant de scroller. Et Ouais, après, bah, ça va être, on va dire, les deux, trois scrolls qui vont être le plus important. Et après, c'est vraiment que de la réassurance, j'ai l'impression. ouais, Ok. Donc, travailler son marketing, bosser les images produits, t'as raison, sur Amazon. Les descriptions, maintenant, limite, elles sont cachées. Faut cliquer mm, sur la description pour mm, la voir parce que les gens ont la flemme de lire. Donc, répondre à tout sur les images, à savoir les objections, les bénéfices, les caractéristiques, les valeurs nutritionnelles si on est dans la food, voilà exact. tout, comment préparer le produit, donc tout mettre. Et les bullet points, intéressant. Je savais pas que c'était Ouais. un gros uplift sur le CRO, donc c'est cool. Ouais, on l'a quand même constaté pas mal de fois parce que bah tu l'as très justement dit et ça c'est vraiment bah quelque chose qu'il faut bien comprendre. Le bof de fold, donc effectivement la partie qu'on voit directement quand on arrive sur le site, encore plus sur le mobile, c'est d'autant plus important. Il faut absolument que ce soit optimisé et même tu parlais de faire un, deux, trois scrolls et que ça va aller encore le coup d'optimiser cette partie. Oui, mais il faut toujours prioriser le bof de fold parce que effectivement, sur des outils comme Hotjar, on utilise aujourd'hui Microsoft Clarity, qui est un outil Mm. gratuit et qui fait aussi très 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 bien le travail. Bah, on constate effectivement que les gens ne scrollent pas, les gens ne cliquent pas en bas, enfin, quand ton visiteur scroll, c'est déjà que c'est un mouvement d'indécision. Il a des énormes frictions à passer à l'achat et que très probablement tu vas pas pouvoir rattraper le convaincre à ce moment-là. Tu peux mettre tous les efforts du monde, tu pourras faire quelque chose, mais disons que tes efforts valent mieux d'être dépensés sur le pop de fold, effectivement. Clairement. Ok. Et j'imagine quand tu as des clients qui viennent te voir et qui disent ouais Andrea, on aimerait quand même booster le taux de conversion, donc tu vas taffer sur le sujet. Et c'est vrai qu'aux US on voit aussi souvent des pages pas très jolies, tu vois, des vraiment pas belles qui convertissent de ouf. Et probablement toi tu vas leur proposer aussi des options qui sont pas forcément très alignées, enfin ou qui sont un peu ou qui collent pas forcément à l'image de marque. Et donc, il y a aussi ce critère ou ce facteur-là, design, qui rentre avec la conversion. Et on sait que c'est pas parce que c'est joli que ça convertit. Euh, Toi, elle est où la limite, tu vois, comment tu arrives à combiner, on va dire, l'image de marque d'une boîte avec la conversion qui peut être un peu pushy, qui peut être un peu moins design. Je trouve la limite, elle est compliquée à savoir. Ouais, ouais, je suis totalement d'accord. Effectivement, principalement aux US, tu vois des shops factuellement moches hein, qui convertissent extrêmement bien parce que justement, le premier step, celui du marketing, il a été complètement accompli. C'est très mal dit, mais en tout cas, les fondateurs ont trouvé leur audience, ils ont trouvé le marketing qui fit avec cette audience et du coup, branding ou pas, ça fonctionne. Moi, je suis quand même assez convaincu que globalement, c'est pas une vérité générale, mais que globalement, ce genre de boutique, en y mettant un petit peu de branding, non seulement à court terme, je suis encore une fois persuadé qu'on pourrait avoir des très bons résultats en termes de conversion, mais aussi et surtout à long terme. Parce que ce qu'on observe assez souvent avec ce genre de boutique, il y a évidemment des contre-exemples, mais c'est que ce sont des boutiques qui se sont lancées, qui veulent faire un braquage concrètement sur plusieurs mois, peut-être un an, voire peut-être deux grand maximum, en tout cas qui sont pas là pour rester, comme justement les marques que tu crées. Si tu veux rester et que comment dire, c'est un impact sur ton taux de conversion à terme, vaut mieux faire quelque chose de plutôt clean, de plutôt brandé et ici, nous, si tu veux, on n'a pas vraiment spot, si tu veux, la limite entre branding et conversion, parce qu'on s'est toujours positionné justement entre les deux. On a toujours cherché à faire des choses qui fonctionnaient, qui convertissaient, qui rapportaient factuellement de l'argent. C'est pour ça que nos clients nous paient. Mais à côté de ça, faire quand même quelque chose de très esthétique, très brandé, parce que encore une fois, on a cette vision long terme. Nos clients ont cette vision long terme de dire, ok, on veut un truc qui soit beau, qui va fonctionner, et qui soit pérenne, tu vois. Ok, ouais, parce que chez Over, si j'ai bien compris, c'était associé. Et Ouais, totalement.
avec ta copine, si je me trompe pas, c'est ça? Ouais, exactement, Qui c'est s'occupe ça. de la partie design. Ouais, entre autres bien évidemment, mais on va dire qu'on a lancé l'agence aussi énormément basée sur son talent, qui est un talent bah non seulement elle aussi est ancienne e-commerçante, donc elle a cette expérience et cette compréhension du marketing, mais aussi un talent juste factuel du X, UI design, le branding, qui fait que bah, derrière les maquettes sont très clean, en plus d'être bien évidemment optimisées pour la conversion. Ok, trop bien. Et quand tu as un client donc qui vient chez toi, c'est quoi le process un petit peu? Tu vas comment tu priorises? Je vais y arriver avec ce mot-là. Prioritise toutes les choses que tu pourrais faire. Qu'est-ce que tu regardes en premier et comment ouais t'arrives à dire ok bah là on va lancer ce premier test après là cette semaine-là. Euh, Comment Hmm. t'arrives à ordonner tout ça? Via notre audit, via un process bah, éprouvé qu'on a testé et approuvé une fois de plus pas mal de fois. En gros, on part pour analyser l'ensemble des choses qui peuvent être analysées, si tu veux. Donc, on parlait de Clarity tout à l'heure. On va évidemment passer en revue toutes les heatmaps, les screen records, les scroll maps, tout ce qu'il y a à analyser de ce côté-là, côté enregistrement des visites. On va évidemment analyser toute la data qui vient de Shopify, d'Analytics, de Triple Whale, de tous les outils qu'on a à disposition. Et on va analyser évidemment les concurrents, le site du client lui-même, bien évidemment, le marché, l'avatar client. En fait, on fait une analyse ultra complète, ce qui derrière, pour répondre à ta question, nous permet de sortir des dizaines de recommandations. Et à ce moment-là, comment on les priorise? Tout simplement, on a un modèle, pardon, qui s'appelle le modèle ICE, qui est un framework utilisé dans beaucoup de business, hein, rien de très sorcier. ICE, c'est I pour impact, C pour confidence et E pour ease. Donc concrètement, on va juger de si l'optimisation qu'on a à Spot, l'hypothèse qu'on a émis, permet d'avoir un gros impact, qu'on a confiance en cette optimisation. Est-ce qu'on est plutôt à 50-50, on n'est pas sûr du coup contente, ou est-ce qu'au contraire on est à 9 sur 10 et donc, on va dire, pour simplifier, il y a 90% de chances que ça fonctionne selon nous. Et troisième point, is la facilité à designer, à intégrer, à A/B tester, à setup l'A/B test aussi. Tout ça va nous donner une note sur 10, une moyenne de ces trois variables. Et derrière, en fait, nous, on utilise Notion tout simplement. On a un tableau qui sort l'ordre de priorité. Et derrière, on vient y apporter aussi notre jugement, si tu veux, pour dire, ok, cette optimisation est la plus importante sur le papier via ce framework, mais en réalité, je pense qu'on a tout intérêt aujourd'hui à prioriser la deuxième, troisième optimisation et de revenir sur celle-ci plus tard. Donc, il y a toujours une part d'expérience, mais à la base, c'est backé par de la data et backé par une note ICE, un framework en lequel on a confiance, tu vois. Ok, ouais, c'est ça, elle est pas mal utilisée. Hmm. Et d'ailleurs aussi, il y en a pour pour les plus petites marques, il y a aussi une notion de budget. Et Hmm. certains tests aussi, le fait d'implémenter quelque chose, t'as cette notion de budget Ouais, et, totalement. euh, et mettre aussi une note sur 5 sur le budget pour les petites marques. Rajouter ce facteur-là parce que peut-être que tu vas Ouais, faire le totalement. test A, il va te coûter peut-être un K déployé, alors que sur le B, la note elle est très similaire et tu peux juste dépenser 100 euros. Donc peut-être commencer par le 100 euros parce que bah, le ROI immédiat, enfin le ROI potentiellement est plus immédiat. Donc Ouais, totalement. Totalement sur ça, en un mot, c'est très pertinent et effectivement, surtout pour des petites marques qui doivent gérer les optimisations par elles-mêmes, qui n'ont pas de développeurs en interne, etc. Rien ne vous empêche de remoduler à votre façon ce framework. Il suffit de rajouter un indicateur, de refaire une moyenne divisée par 4 au lieu de 3 et ça fonctionne parfaitement. c'est ça. Ok. Et il y a des choses, tu vois, qui sont un peu des classiques en e-commerce, du style, par exemple, le sticky add to cart, qui est Hmm. quand même, je parle là-dessus parce que c'est un classique. Est-ce que si tu vois sur la boutique de tes clients, tu vois qu'il n'y a pas de la présence de ce bouton-là, tu dis, écoute, on va pas faire de test parce que celui-ci, il a testé par tout le monde, tu l'implémentes et comme ça, on sauve un test ou quand même, tu vas tout le temps A/B test même si c'est pas présent. Alors, très bonne question. On va pas toujours A/B test. Nous, on fait quand même la différence entre des A/B tests qui sont sur des sujets sensibles, des sujets qui vont nécessiter de l'A/B testing et une validation par la data, et les quick wins. Les quick wins qui sont voilà principalement des bugs qu'on va résoudre, des corrections, des correctifs qui sont vraiment très simples et très évidents. Le sticky add to cart, pour moi, il est entre ces deux points. Tu vois, ça Ok. va dépendre quand même.
Parce que, alors, nous, on n'a jamais eu de test non concluant sur un sticky autocart, mais je sais que ça arrive, qu'il y a certaines boutiques qui fonctionnent mieux sans. Donc, tout simplement, on va pas prendre ce risque sur une feature de ce style-là. D'autant plus que les fois où ça a été concluant de notre côté, c'était pas non plus des plus 15% de revenus par Ah visiteur. ouais, C'est-à-dire que ok. voilà, c'est-à-dire que voilà, tu peux très vite être à l'équilibre, voire potentiellement en déficit, enfin sur un test négatif concrètement. Donc on va prendre un peu plus de pincettes sur ce genre de test. Mais oui, par contre, pour répondre à ta question, il y a certaines choses qui sont plutôt de l'ordre du quick win et qu'on va pouvoir balancer plus rapidement. Mais ça n'en fait pas nécessairement partie. Ok, entendu. Est-ce que tu avais aussi peut-être pour les auditeurs à partager, on a parlé de la fiche produit avec les images, le marketing et les bullet points. Est-ce que peut-être sur le card drawer, expliquer peut-être ce que c'est un card drawer plutôt que la fiche, enfin peut-être tu préconises peut-être la fiche, la page La panier page ou panier. peut-être pas, ou peut-être le card drawer. Mm. Est-ce que tu avais des petites optimisations? Même question aussi sur le checkout qui est un peu limité sur Shopify quand t'as pas Shopify Plus. Shopify Plus qui est un abonnement je crois à plus de 2000 balles qui te Mm. permet de un peu d'optimiser et d'injecter quelques scripts plus sympas mais la majorité Ouais. des gens ne l'ont pas. Est-ce qu'il y a des choses aussi à optimiser sur ces pages-là? Totalement, totalement. De toute manière, de façon générale, tu peux optimiser sur l'ensemble du site. Il faut aussi, c'est aussi à ça que sert le framework Rails dont on parlait avant. C'est aussi de prioriser en fonction de la page, de la partie du funnel que tu souhaites optimiser qui a le plus d'impact. Sur le select cart, ouais, très clairement, il y a plein de choses à optimiser. Tu peux tester ta progress bar. Est-ce que tu obtiens le shipping à 50 euros? Est-ce que tu obtiens un tote bag offert à 80 euros? Enfin, tu vois, ce genre de choses. Tu peux tester de façon plus générale la livraison, à quel moment elle va être gratuite, si elle l'est à un moment. Tu peux tester d'ajouter de la réassurance, tu peux tester évidemment les cross-sells, les upsells. Tu peux tester avec ou sans code promo. Nous, on a des marques aussi qui fonctionnent énormément avec du placement influenceur. Et on est parti du principe que c'était tout à fait pertinent d'ajouter un encadré code promo dans le Slack, chose que la marque n'avait pas jusque-là, étonnamment. Et c'est un test là qui va être lancé dans les prochains jours. Donc je pourrais en rediscuter prochainement. Mais en tout cas, il y a énormément de choses sur un slide cart qui peuvent être testées. Et sur un checkout, effectivement, nous, on a quand même un paquet de marques qui sont sur Shopify Plus. Et là, on peut vraiment s'amuser. De la réassurance, des upsells de nouveau. Enfin, c'est un petit peu la même chose que le slide cart, mais sorti de manière différente. Pour les marques qui ne le sont pas, un petit ajout, alors ça fait pas une différence énorme, mais je trouve ça toujours intéressant de l'ajouter. C'est juste custom la bannière. Tu sais, tu as la possibilité de modifier ta bannière. Généralement, on a de base le logo de la marque, tout simplement. C'est intéressant de rajouter un petit peu de preuve sociale, de montrer, de remarteler le paiement sécurisé, la livraison offerte, ce genre d'éléments. Ça vaut toujours la peine, selon moi, de le tester, enfin de l'ajouter, pardon, parce qu'on va pas pouvoir le tester vraiment à proprement parler. Et après, toujours pour les débutants, un point qui n'est pas négligé quand même, on parlait un petit peu de l'aspect aussi design, branding. Très souvent, vous allez vous retrouver avec le bleu un petit peu dégueulasse de la boutique Shopify de base parce que vous ne l'avez pas custom. Faites au moins l'effort de le mettre aux bonnes couleurs de la marque. Déjà, ça apporte de la cohérence sur le funnel. Donc il y a l'aspect branding, mais aussi conversion, parce que si t'arrives, t'as l'impression en tant que potentiel client que t'arrives sur un tout autre site, bon, c'est un petit peu bizarre. Donc c'est cool de modifier ça, c'est le minimum. Ouais, non, ouais, c'est clair, le bleu, ce bleu pétant là de Shopify, il est affreux. Ouais, c'est Mais clair. il y a un truc moi alors j'ai pas pu tester évidemment parce que je sais pas si on peut tester d'ailleurs sans Shopify Plus les AB tests sur le checkout. Il y avait des trucs où il y a des applications aussi qui te permettent d'ajouter des produits. Donc si j'ajoute produit A dans mon panier, et ben ça va rajouter produit B, C, D, E dans le panier, enfin dans le checkout automatiquement, et donc ça va être des Ouais. bonus. Donc par exemple, si j'offre la livraison gratuite sur tout mon Shopify, et ben je vais créer un produit livraison Mhm. et je vais l'ajouter gratuitement Ouais. avec ce produit-là. Et donc la personne va voir aussi tous les éléments qu'elle a dans son panier. Donc Mhm. ça peut Tout être ce qu'elle obtient. la livraison, la garantie, ça peut être des petits bonus et tout. Et donc là, ça apporte aussi beaucoup plus de valeur sur le checkout. Il y avait peut-être une chose aussi,
et j'aimerais bien aussi avoir ton avis parce que j'ai vu aussi des tests qui étaient, enfin, c'était pas concluant sur tous les pays. Est-ce que tu préconises le checkout une seule page ou donc à l'ancienne avec plusieurs étapes? Ouais. Alors, juste pour revenir sur ce que tu disais juste avant, effectivement, c'est intéressant d'ajouter de la livraison, des choses comme ça. Malheureusement, on peut pas le tester aujourd'hui sur le checkout, même avec Shopify Plus, c'est pas possible. Donc, euh, donc malheureusement, j'ai pas d'éléments de réponse concret à donner là-dessus, mais je trouve ça intéressant. Ça peut être cool de faire un petit récap, de montrer ça, et surtout, au-delà des livraisons, des garanties et tout, je trouve que c'est cool quand il y a un produit offert. C'est très valable. Tu vois, je donnais l'exemple du tote bag offert juste avant parce qu'on a plusieurs marques qui le font. Offrir le tote bag, bon bah, crée un produit et ajoute-le factuellement au résumé de commande. Ça, Ah, la donc gratuité, ouais. voilà, exactement. C'est forcément un des gros points de conversion. Donc ça, oui. Et derrière, par rapport au checkout one page ou multi-step comme c'était le cas à l'époque, alors sur ce genre de choses, en fait, t'as tout intérêt à faire confiance à Shopify. Shopify, pour beaucoup de marchands, passe par ShopPay. Donc en fait, plus il y a de commandes qui sont validées, plus Shopify prend de l'argent de commission via ShopPay. Donc ils ont tout intérêt à faire toutes les études du monde pour te proposer le meilleur checkout possible. Si aujourd'hui on est passé sur le one page, c'est que très probablement ils ont constaté qu'il y avait un intérêt à le faire. Et d'autant plus que la théorie, la logique voudrait que ce soit plus simple d'avoir tout sur une page, de juste scroller au lieu de devoir cliquer, taper des nouveaux Ouais. chargements de page, etc. Donc moi, je suis plutôt d'avis d'être vraiment sur un one page. Je suis content que ce soit comme ça. Maintenant, on n'aura jamais le fin mot de l'histoire entre guillemets, mais one page me semble plus pertinent. Ouais, en fait, je crois que tu as toujours l'option de le mettre à Ouais, l'ancienne. Par défaut, je crois que c'est le one page maintenant. ouais, Et j'avais lu des études sur certains pays, par exemple, où ils sont hmm, plutôt prudents. Je crois que c'était les Japonais, les Allemands, ouais, où bah voilà, la personne aime bien voir étape par étape ce qu'elle a et avoir un bon résumé, donc vraiment un check-out hyper long, hyper détaillé. Et idem pour les personnes très âgées qui aiment ouais. pas, on va dire, ah, il y a trop d'informations d'un coup à remplir et y aller progressivement. Voilà, c'était des trucs que j'avais vus auparavant. Je sais Ouais, plus si c'est d'actualité, mais ouais, c'était sorti. Ouais. ouais, bah, c'est intéressant et effectivement, moi aussi j'avais lu des choses un peu dans ce style-là. Euh, Malheureusement, on n'a pas trop la possibilité d'aller segmenter pour une marque qui est en Shopify Market, qui vend partout. On va pas pouvoir segmenter. On a effectivement la possibilité. Je crois que c'est pas le cas sur toutes les boutiques, mais il y a effectivement la possibilité de revenir à l'ancien checkout pour certaines. Ça, je le sais. Euh, mais par contre, ce à quoi ça me fait penser aussi, c'est on parlait tout à l'heure au tout début de adapter son marketing au persona, mais le persona, il faut aussi correspondre à un marché spécifique. C'est-à-dire que si tu t'adresses à gens en France ou gens en Belgique, par exemple, pour faire très simple, ça va Ouais. pas être la même chose, tu vois. Voilà, exactement. Ça va pas être la même culture et encore que là j'ai pris deux pays très proches, mais tu vas avoir d'autres pays pour lesquels la culture va être totalement différente, les habitudes de paiement vont être totalement différentes, les habitudes de livraison, par exemple en Italie c'est le cas, donc il va aussi falloir prendre ça en considération. Et un débutant ne doit pas s'étonner, par exemple, de ne pas chiffrer en Allemagne parce qu'il n'a pas PayPal, tu vois. Mm. C'est obvious. Donc ça, il faut le savoir et prendre ça en considération aussi pour des questions de conversion. Ok, entendu, c'est très clair. Donc là, sur ton agence, est-ce que tu pourrais expliquer aussi la stack que tu utilises, donc Ouais. tous les outils que tu utilises pour justement mener les A/B tests? Est-ce que tu utilises aussi des theme builders ou autres? Hmm. Voilà. Ouais, je sais que les theme builders, on en avait déjà discuté tous les deux. Alors, déjà, je reprends les outils dont j'ai déjà parlé. Intelligence, c'est la base pour l'A/B testing. Vous avez d'autres outils qui existent, mais très sincèrement, c'est d'expérience de ce qu'on a pu constater le plus intéressant, tout simplement, et le moins buggé, parce qu'on en a testé des bien buggés d'ailleurs. Ah ouais? Ouais. Derrière, Hotjar, c'est un grand classique, mais nous, on est plutôt Microsoft Clarity maintenant. L'un vaut l'autre, hein, mais Clarity est gratuit, il fait bien le taf. Et bien que lui aussi il y ait des bugs, ça fonctionne bien. Google Analytics, ça reste une base. Shopify, c'est de plus en plus puissant, hein. On a des rapports de plus en plus détaillés, etc. au fil des années, et c'est cool. Et surtout, aujourd'hui, tu as Sidekick qui est sorti il y a quelques semaines. Tu as quand même une IA
intégré à Shopify qui connaît toute ta data, qui peut répondre à toutes tes questions. T'as un chat GPT boosté avec tes stats Ok, Shopify. ouais, non. Voilà, donc ça c'est franchement, nous on est en train de tester pas mal de choses, de bien jouer avec pour justement comprendre encore plus en profondeur la situation de nos clients. Donc je ne peux que recommander. Donc ça va être les outils principaux. J'en oublie forcément, hein. Nous, on va aussi utiliser les outils qui sont à dispo, ceux que les clients ont déjà en place. On va souvent recommander d'installer une application de survey post-purchase, de questionnaire post-purchase. Donc, quand les clients ont validé leur commande sur la thank you page, la page de remerciement, ils vont avoir un un petit questionnaire rapide à remplir et ça nous donne des datas vraiment, vraiment très intéressantes et qui plus est sur nos clients, des gens qui ont factuellement dépensé de l'argent chez nous. Donc ça, c'est très intéressant. On aime bien le mettre en place. Est-ce Voilà que un t'as, petit peu. Ouais, dis-moi. ouais, excuse-moi de te couper. Est-ce que tu as Non, je t'en prie. des questions à préconiser sur ces thank you pages? Parce que souvent, ils savent pas Ouais, forcément, enfin, ouais. un débutant sait pas exactement quelles questions poser à ses clients qui Hmm. pourraient l'aider. Ça peut être sur son marketing, justement, ou sur son taux de conversion. Ouais, totalement. T'as parfaitement raison. C'est la question que, en fait, nous, on recommande à nos clients de le faire. Et c'est à eux de le faire. Mais effectivement, très souvent, ils reviennent vers nous en mode, OK, maintenant, je mets quoi comme question? Je l'ai installé, l'application. Et ce qu'on leur répond souvent, alors, d'avoir des réponses sur le persona, savoir si c'est une homme, une femme ou quoi que ce soit, peu importe l'âge, enfin, de connaître l'âge, de savoir si c'est un cadeau ou non, si c'est acheté pour soi ou pour offrir. Ça, c'est aussi très intéressant. Donc ça, c'est une question un peu plus par rapport à l'avatar client. Savoir comment il nous a connus, ça aussi c'est très utilisé et ça aide beaucoup les agences de media buying aussi pour savoir d'où vient l'acquisition, tout simplement. Derrière, on va poser des questions aussi spécifiques au produit, savoir quel est l'élément qui nous a fait acheter, qui a fait acheter la personne, qu'est-ce qui aurait pu la décourager d'acheter, tu vois, des choses comme ça, savoir un petit peu comprendre son parcours d'achat, disons. Voilà, ça va être les grands éléments. Voilà, en savoir plus sur le persona, sur qu'est-ce qui a motivé l'achat, savoir d'où vient la personne, est-ce qu'elle a vu un influenceur, si oui, qui. Et voilà, un peu globalement, quelques éléments de réponse. Et nous, on en met généralement 8, 9, 10 max, mais après, ça devient long. Ok, ok. Ouais, moi j'utilise Kno, Ouais, Kno Commerce. ouais, totalement. Je la mettrai aussi sous la vidéo. Et ouais, et surtout dans la formulation, il y en a beaucoup qui pensent que ok, la personne a passé commande, elle va jamais répondre à nos questions. Moi, enfin sur Kno Commerce, je crois qu'il y en a ouais, 50% qui répondent quand même. Tu vois, uniquement Exactement, sur c'est deux. ce que j'allais te dire. Et dans la formulation, alors elle est un peu tricky, mais je mets souvent avant d'expédier votre commande, nous aimerions Hmm. vous poser une petite question. Donc ils pensent que s'ils répondent pas à la question, la commande va pas être expédiée, Ouais, même si c'est pas le cas, hein, mais c'est voilà, bien sûr. c'est une tournure un petit peu subtile. Ouais. Euh, et ouais, est-ce que tu pourrais aussi ouais détailler par rapport au theme builder Hmm. ou aux applications si tu t'en recommandes pour créer, on va dire, des nouvelles fiches produits ou Hmm. comment ça se passe toi? Ouais. Mais par rapport à ça, effectivement, encore une fois, c'est un sujet dont on avait déjà pas mal parlé. Nous, on n'est pas fan du tout des theme builders, quels qu'ils soient, parce que quoi qu'il en soit, ça va avoir un gros impact sur la vitesse de chargement de votre site. Et à ce moment-là, il faut savoir que la vitesse de chargement du site, c'est un des gros éléments de conversion. Il y a plein d'études sur le sujet. Je vais pas sortir les chiffres, mais c'est à chaque fois impressionnant à quel point une seconde de plus de chargement peut vous faire perdre un nombre de visiteurs important et donc de potentielles conversions. Donc ça, à ne pas négliger, c'est un vrai enjeu et donc on recommande pas spécialement de page builder, on préfère dev from scratch. Pour les personnes qui n'en ont pas la possibilité, je sais que ça a un certain coût, que c'est pas forcément évident. Le theme builder, ça peut être une bonne première étape, je pense, pour créer des LP et tout. Et à ce moment-là, alors moi, historiquement, il y a 5-6 ans, je travaillais surtout sur Gempage. Maintenant, je pense que Replo est bien meilleur. Je pense que Replo est certainement la meilleure version, la meilleure option. Donc voilà, REPLO, Replo, c'est très bien. Gempage, ouais, à 4-5 ans, disons, c'était bien déjà à l'époque. Voilà, c'est les principaux, je pense. C'est lourd, ouais. Ouais, ouais, c'est assez lourd. Après, c'est vrai qu'ils disent tous que ça va super rapidement, mais c'est vrai que plutôt utiliser des sections de son thème
ou développer des sections soit avec Ouais. un dev, soit avec l'application section. Je sais pas si tu connais. Ouais. Je la mettrai aussi. Où c'est une application que vous mettez sur votre site internet et vous pouvez acheter pour $10 ou $9 des sections qui sont déjà toutes faites. Donc comme ça, pas besoin d'utiliser des devs ou si vous voulez tester quelque chose, c'est assez simple. Mm. Ouais. Et ouais, même Replo, franchement, pour avoir testé l'outil, bon, je pense qu'il faut s'y mettre, hein, mais c'est pas non plus. Enfin, c'est complexe quand même à débloquer tous les Mm. trucs. C'est pas aussi intuitif qu'un Shopify où là, Ouais. il y a deux trois trucs à glisser. Ouais, totalement, totalement. Sur, j'avais une petite dernière question sur les tests que tu mènes. Par exemple, tu te disais, ouais, on va tester le prix, on va tester les montants de livraison. Et il y en a Mm. beaucoup qui vont se dire, attends, mais s'il y a visiteur A qui voit le prix à 39 et le visiteur B à 49, pourquoi quand le visiteur A va revenir, peut-être qu'il va le voir à 49. Qu'est-ce que tu réponds, on va dire, à ces tests-là? Parce que le prix, Mm. c'est vrai que c'est l'élasticité du prix, il faut quand même Ouais. bien la tester. Et c'est quand même Mm. pour la marge et voilà sur le business model d'un e-commerce, c'est hyper important. Qu'est-ce que tu réponds, on va dire, à ces inquiétudes de tes clients Ouais. par rapport à ces tests-là? Alors que d'une part, elles sont fondées dans le sens où je peux comprendre l'inquiétude, mais elles sont infondées dans le sens où c'est pas comme ça que ça fonctionne. Tu vas avoir en fait une personne qui vient et qui voit le site à le prix du produit supposons à 40 euros. Elle ne retombera pas sur une version à 50 euros si elle revient la semaine suivante. Donc le test est toujours live, hein, bien évidemment, sans changer les variables. Mais en fait, la session de l'utilisateur va être enregistrée. On lui remontrera évidemment la même version. Et c'est valable pour le prix comme pour tout autre A/B test. Tu vas pas montrer la version A, puis la version B, puis potentiellement la version C, revenir à la A, etc. On a en fait, c'est tout simplement bien foutu ce genre d'outil et ça permet de garder la même session. Donc pas d'inquiétude de ce côté-là. Et quand bien même, j'ai envie de te répondre, quand bien même une personne serait sur mobile et irait sur le site sur desktop, ne tomberait pas sur le même prix ou quoi que ce soit, c'est marginal. En fait, par rapport aux réponses que l'A/B testing va t'apporter, notamment sur des questions de prix qui sont extrêmement importantes, c'est marginal et perdre une vente pour potentiellement en récupérer des centaines par mois durant toute ta vie, ça vaut davantage la peine. Ouais, c'est clair. Ok. Ouais, ouais. Donc l'outil le gère et même avec, j'imagine, avec des cookies ou autre, Ouais, c'est il ça. remonte la même version et même s'il y en a un ou deux qui regardent, qui sont pas cohérents, peut-être ça nuit pas à l'expérience de manière générale s'il faut lancer le test et tout. Donc, Ouais. ok. Bah écoute, trop cool, Andrea. Merci beaucoup pour toutes ces questions. Peut-être qu'il y avait une question qui serait, enfin, ou des éléments de réponse que tu aimerais apporter à toutes les personnes qui vont voir cette vidéo qui serait intéressant pour eux, ou est-ce que tu penses qu'on a fait le tour? Alors, je pense qu'on a fait un bon tour. Je réfléchis quand même à ajouter potentiellement quelque chose, encore un peu de valeur. Ouais, on veut faire un petit résumé de ce qu'on s'est dit. Focus sur votre avatar client, votre marketing, votre marché, comprendre tout ça de la meilleure des manières, vous renseigner sur le CRO, en partie en suivant nos contenus, mais aussi avec les contenus de toutes les autres agences, à l'international ou pas, peu importe. Mais suivre un petit peu ce qui se fait, vous allez comprendre et développer non seulement une curiosité, mais aussi une logique CRO. Il faut beaucoup d'expérience pour arriver à faire ce qu'on fait aujourd'hui, mais on peut déjà obtenir des résultats par soi-même. Donc, n'hésitez pas à tenter. Euh, Si vous êtes débutant, il y a plein de mini-stratégies, on va dire, dont on a parlé aujourd'hui, sans passer à de l'A/B testing, avec des outils qui peuvent parfois coûter assez cher et des tests aussi qui sont coûteux. Donc, commencez petit, essayez de traquer du mieux que vous pouvez. On est toujours partisan de vraiment de l'A/B testing et non pas j'ai testé avec un prix la semaine A, puis la semaine 2 B, j'ai testé avec un autre prix. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Mais testez quand même, soyez dans cette dynamique, essayez de scaler votre entreprise et quand vous avez un trafic conséquent, passez à de l'A/B testing, ça fera sens. Et voilà un petit peu un petit récap de ce qu'on s'est dit aujourd'hui. Ouais, ouais, bah, je vais juste rebondir là-dessus. C'est vrai que sur juste l'A/B testing aussi, peut-être on a peut-être dû le dire au début, c'est intéressant de le faire en parallèle et pas de faire semaine A, tester le truc et semaine B parce que potentiellement le Ouais. trafic n'est pas le même. Vous allez avoir peut-être une campagne email, vous allez peut-être avoir Mm. un influenceur qui va pousser, donc le trafic va pas être le même. C'est pour ça qu'il faut le tester Totalement. en live et en parallèle
pour que ça soit réussi. Et de façon intelligente, je crois que c'est à partir de 99 dollars par mois, si je me trompe pas. Donc ça reste accessible pour aussi le gain que vous pouvez avoir. Yes, bah écoute, déjà un grand merci Andrea pour être passé sur ce podcast-là. Franchement, tu as apporté pas mal de pépites. Je pense qu'il y en a beaucoup qui ont du travail et qui ont une to-do qui s'est rallongée. On mettra bien évidemment tes liens LinkedIn, mais aussi le site de ton agence en dessous de cette vidéo. Et voilà, j'invite tout le monde à aller check ton LinkedIn pour voir un peu les avant-après que tu proposes, les petites maquettes qui sont hyper intéressantes. Donc voilà, un grand merci à toi Andrea. Merci à toi, très gentil, et c'était super cool d'avoir pu faire ce podcast, délivrer un maximum de valeur. J'espère qu'il y aura des choses actionnables et effectivement que les gens vont pouvoir mettre des choses en place. Et effectivement, si vous êtes à un certain niveau de revenus et que vous voulez aller encore plus loin, n'hésitez pas à nous contacter. On fera un appel, vous et moi, et on discutera de ce qui est possible de mettre en place pour vous aider à aller encore plus loin. Au top. Merci beaucoup. À très vite. Ciao, Merci ciao. à toi.